La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a dévoilé son conseil des ministres, son nouveau cabinet. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ça? Qu'est-ce qui ressort de ces nominations? Qui gagne? Qui perd? On en parle avec notre collaborateur Patrick White, ancien journaliste politique et actuellement professeur de journalisme, dans cet éclairage politique du balado Info Bref. Patrick, peux-tu nous résumer les grandes lignes de qu'est-ce qu'on apprend dans ce nouveau cabinet? Qu'est-ce que reflète sa composition? Bon, on essaie de faire du neuf avec du vieux. On parle d'un gouvernement qui est au pouvoir depuis 8 ans, mais c'est la même équipe que M. Legault avait à quelques noms près. On a un noyau dur, des valeurs sûres qui restent. Personne de l'extérieur. On s'attendait à avoir un grand nom du monde de l'économie qui n'était pas élu. Donc, essentiellement, elle n'avait pas de cartes dans son jeu, pas beaucoup. En tout cas, elle manquait de cartes, pas beaucoup d'options. Ce qui change pas, c'est le noyau dur. Hein? Éric Girard qui demeure aux finances, Sonia Lebel à l'éducation, Martine Biron à l'enseignement supérieur. Ça, ce sont les collèges et les universités. France-Hélène Duranceau au Conseil du Trésor, c'est elle qui vraiment décide où couper. Sonia Bélanger à la santé, ben, la santé, c'est plus de 50% du budget. Mathieu Lacombe qui demeure à la culture et aux communications. Jean Boulet au travail. Donc vraiment, ce noyau dur-là ne change pas. Il y a quelques trucs cosmétiques comme Benoît Charette qui passe de l'environnement au transport, Pascal Derry de l'emploi à l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est des jeunes élus plus jeunes, Samuel Poulain de la Beauce, Karianne Bourassa de Charlevoix. Alors Poulain devient ministre des Affaires municipales, c'est une grosse promotion pour lui. Karianne Bourassa, responsable du sport, du loisir, du plein air. On a également plein de ministres qui se représentent pas, qui ont été exclus du cabinet. On en parlera tout à l'heure, entre autres Geneviève Guilbeault et Jonathan Julien. Et du 109 quand même, oui. Catherine Blouin de Bonaventure qui succède comme ministre de la Famille à Catherine Champagne-Jourdain, qui, elle, passe aux ressources naturelles et aux forêts. Et une jeune recrue, Mathieu Lévesque, député de Chapleau en Outaouais, qui devient ministre responsable de la jeunesse. Donc, on essaie un peu de rebrasser les cartes avec évidemment un minimum d'élus et on va siéger pendant 5 semaines à l'Assemblée nationale d'ici les élections du mois d'octobre prochain. Donc on peut voir ça comme un assez important remaniement, mais pas vraiment un fondamentalement nouveau gouvernement. Cela dit, il y a quand même des gagnants et des perdants dans ces nominations. Ouais, ben vraiment le rôle stratégique de Yann Lafrenière, hein, qui va emmener très large comme vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure. C'est un nouveau ministère qui remplace la sécurité publique. Ça, vraiment, Yann Lafrenière, c'est le nom à retenir. Il a été dans les premiers à appuyer Madame Fréchette. Il est maintenant le numéro 2 au Québec, vice-premier ministre. Également, François Bonnardel, là, qui avait été éjecté comme ministre à cause du scandale de la Société de l'assurance automobile, ça clique les problèmes numériques de la société de la SAAQ. Alors, François Bonnardel, ben, il va être leader parlementaire, un rôle extrêmement important en chambre à l'Assemblée nationale et il va gérer le dossier sensible de l'immigration, qui est un des dossiers les plus importants au Québec parce que ça inclut la francisation des immigrants ainsi que l'intégration. Également, le retour de Lionel Carman qui était parti parce qu'il était fâché de certaines des décisions prises par François Legault. Alors, il récupère les services sociaux et la lutte contre l'itinérance. Et un des grands gagnants vraiment du remaniement, c'est Bernard Drinville, hein? Ministre de l'économie, ministre de l'énergie, ministre de l'innovation technologique. Évidemment, je rappelle qu'il était l'opposant de Christine Fréchette, mais là, il est vraiment ravi de ses nouveaux habits de super ministre de l'économie. Et Simon Jolin Barrette, qui demeure ministre de la Justice, mais qui perd quand même le portefeuille qu'il avait précédemment de leader parlementaire. Jean-François Roberge aussi, qu'on peut déclarer comme perdant, hein, qui perd l'immigration, qui est récupérée, on l'a vu tout à l'heure, donc par quelqu'un d'autre. Donc, des perdants, oui, mais ce sont tous et toutes des ministres qui ont décidé de ne pas se représenter à la prochaine élection. Donc, Caroline Proulx éjectée du Conseil des ministres, Jonathan Julien, un joueur important dans la région de Québec, éjecté. Isabelle Charret, ministre des Sports, également ne se représente pas. Elle n'est pas partie du Conseil des ministres. Et Geneviève Guilbeault, qui était vice-première ministre jusqu'à récemment, ministre extrêmement importante de la région de Québec, qui ne fait pas partie
du cabinet. Donc, ces gens-là, vraiment, sont les perdants du remaniement, mais dans un contexte qu'on connaît, c'est-à-dire il reste très peu de temps avant la prochaine élection. Alors, justement, la composition du gouvernement est très importante pour l'avenir de la CAQ et pour les députés actuellement de la CAQ qui espèrent être réélus et ceux qui veulent qui vont vouloir se faire élire. Et puis, il va falloir recruter des candidats aussi et donc rendre le produit plus intéressant et plus attrayant pour des candidats qui pourront eux-mêmes attirer des votes aux prochaines élections. Comment est-ce que ces nominations, cette composition du cabinet est reçue au sein même de la CAQ? Globalement bien, mais évidemment, il y a des gens frustrés à chaque fois qu'on essaie de faire cet exercice-là de remaniement ministériel. Il y a toujours des gens déçus. Donc déjà, dans les derniers jours, il y a 7 chefs de cabinet pro-Bernard Drinville qui ont quitté donc la direction de cabinet de ministre, bon, pour avoir évidemment les frais de séparation de l'État, donc d'avoir certains mois payés, rémunérés évidemment. On a 6 députés frustrés qui envisagent de quitter, selon un reportage de Véronique Prince publié dans les dernières heures mercredi. Donc, il y a quand même la possibilité que 6 députés qui se voyaient au Conseil des ministres quittent dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines. Ça, ce serait vraiment un très mauvais message à envoyer à quelques mois de l'élection. Évidemment, ce sont des sources anonymes. Il n'y a pas de nom qui est ressorti, mais on voit déjà dans une publication dans les réseaux sociaux la députée de Marie-Victorin sur la rive sud de Montréal à Longueuil, Shirley Dorismond, qui dit moi, je boycotte la cérémonie. Elle n'est pas allée à la sermentation du Conseil des ministres mardi. Elle réfléchit à son avenir. Elle se voyait ministre. Elle dit que la parité est allée trop loin, que la représentation régionale prime et que la rive sud de Montréal, donc la de Montérégie, aurait dû être mieux représentée. Donc, on voit quand même, on parle d'au moins 6 députés frustrés là, qui pourraient quitter dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, globalement, c'est bien reçu, mais il y a toujours des gens qui vont grincer les dents dans des opérations comme ça, très difficiles, où on doit malheureusement dire non à beaucoup de monde qui sont talentueux. Comme ce nouveau gouvernement a une durée de vie limitée, sa date de péremption, on la connaît déjà, ça va être la date des prochaines élections. On en a parlé dans notre dernière conversation éclairage politique. La marge de manœuvre de Christine Fréchette va être relativement limitée. Comment est-ce qu'elle voit ça? Comment est-ce qu'elle présente son nouveau gouvernement? Ben, elle a dit que c'est un nouveau souffle, elle promet de travailler avec ambition et détermination. Ce sont ses mots. Vraiment, elle veut s'attaquer à la hausse du coût de la vie. Donc, dans les prochains jours, on devra avoir des annonces sur l'abolition de la TVQ sur les produits préparés, les mets préparés, entre autres dans les supermarchés. Peut-être également une baisse de la taxe sur l'essence pour faire ce que le fédéral a fait pendant 5 mois. Mais la réalité, c'est que le Parlement, l'Assemblée nationale va siéger pendant uniquement 5 semaines à partir du début du mois de mai. 5 semaines, on peut pas vraiment avoir un menu législatif, on peut pas utiliser trop le bâillon, c'est-à-dire ces techniques qui font que, on force le vote, étant donné que la CAQ est majoritaire. Donc, elle va réussir peut-être à donner un certain élan, mais malheureusement, 5 semaines de travaux à l'Assemblée nationale, on ne pourra pas adopter de grands projets de loi. Peut-être la Constitution du Québec, mais elle est tellement contestée que la légitimité de ce projet-là est vraiment remis en cause. Les sondages, c'est bon pour Mme Fréchette, a quand même 17% d'appui, selon un sondage des médias de Québécois cette semaine. C'est un gain de 4 points par rapport à M. Legault, mais pendant ce temps-là, le PQ, lui, domine toujours largement chez les francophones, surtout si PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, ne promet pas de référendum. Madame Fréchette, il y a un facteur important à surveiller, c'est qu'Éric Duhaime a lancé un livre cette semaine, un livre qui va se vendre beaucoup. Lui également, il a encore 14% d'appui au Québec. Il est également numéro 1, Éric Duhaime, dans la grande région de Québec. Christine Fréchette, malgré toutes ces belles intentions-là et cette recomposition du Conseil des ministres, en ce moment, on irait chercher peut-être 4-5 sièges dans le meilleur des cas et 0 dans le pire des cas. Et pendant ce temps, le PLQ de Charles Milliard s'est embrouillé cette semaine sur la question
de la clause dérogatoire de la Constitution pour protéger le français. Donc, la CAQ fait beaucoup mieux avec Christine Fréchette, mais malheureusement, en termes de sièges, là, ça ne devrait pas se matérialiser en octobre prochain, à moins qu'elle gère une grande crise. Et ça, on ne peut pas l'exclure. Si elle gère bien une crise importante au Québec d'ici le mois d'octobre, que ce soit des feux de forêt ou quelque chose d'autre, là, elle pourrait peut-être marquer des points et aller chercher plus de sièges. Mais pour le moment, on ne voit pas comment la CAQ pourrait revenir là, après 8 ans d'usure du pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Conseil des ministres? Est-ce que vous êtes plutôt favorable aux changements qui ont été faits? Est-ce que vous croyez que ça va amener des changements de politique? Est-ce que vous pensez que ça vous refait considérer la CAQ de façon plus favorable qu'avant, que ça va l'aider? Donnez vos commentaires dans YouTube sous cette vidéo. Merci Patrick. On te retrouve pour un prochain éclairage politique mercredi prochain, au plus tard à 16h dans le flux du balado InfoBref, mercredi prochain 29 avril. D'ici là, tous les matins, InfoBref vous donne l'essentiel des nouvelles en 5 minutes dans son infolettre InfoBref Matin et la version audio de l'infolettre InfoBref Matin, le balado InfoBref Actualité et Affaires. Vous trouverez les liens dans les notes de l'épisode, ainsi que les liens vers l'infolettre de Patrick qui couvre l'actualité des médias. Merci beaucoup, à très bientôt.